Bienvenue chez nous pour le 68e épisode du podcast des nous. Encore un épisode très spécial avec un nouvel invité, Charles, pour parler du film Death Becomes Her. À mourir de rire. Bonjour, cette semaine nous allons avoir un épisode vraiment très spécial parce qu'on a un invité. Bonjour, mon nom est Charles et je ne suis pas un robot. Tu n'es pas un robot incroyable. Oui, même si ma voix peut donner l'impression, étant donné que c'est mon premier podcast. Présente-toi un peu. Donc, mon nom est Charles et je suis un passionné du monde animal ainsi que de la paléontologie et ainsi que des comédies des années 90. Ah, je ne suis pas nécessairement un grand passionné des animaux, même si les animaux sont importants dans la nature et c'est important la nature. Mais par contre, les comédies des années 90, tout à fait, j'adore ça. Les années 90, c'est ma jeunesse et dans le temps, je regardais beaucoup tout ce qui avait trait à l'humour. Et c'est plaisant parce qu'aujourd'hui, on va justement aborder une comédie des années 90. Mais avant ça, je voudrais revenir sur un détail d'un sujet dont il a été question dans le précédent épisode et en même temps répondre à la question de mon ami Dominique. Forrest Gump est un roman écrit par Winston Groom, publié en 1986, qui raconte l'histoire du personnage du même nom, qui aurait vécu tous les événements marquants du 20e siècle, repris dans le film Forrest Gump de Robert Zemeckis en 1994. Avant le succès du film, le roman eut un tirage de 30 000 exemplaires. Par la suite, le tirage atteint 1,4 million d'exemplaires. Une suite intitulée Gump & Co. est publiée en 1995. Le film ne mentionne pas que Forrest est une personne atteinte du syndrome du savant et assainit sa vie sexuelle et les grossièretés du personnage. Selon l'auteur, le film a enlevé certaines des aspérités de Forrest qu'il envisageait d'être joué par John Goodman, ce qui aurait donné un film assez différent. Le syndrome du savant, également appelé savantisme, n'est pas un diagnostic médicalement reconnu, mais le psychiatre américain Darold Treffer le définit comme un syndrome rare dans lequel les personnes avec des troubles du développement et les troubles du spectre de l'autisme ont un ou plusieurs domaines de compétences, de capacité ou d'excellence qui sont en contraste avec les limitations d'ensemble de l'individu. D'après Treffer, ce syndrome peut être génétique ou acquis. Donc, d'après lui, environ la moitié des personnes avec le syndrome du savant sont autistes, tandis que l'autre moitié a un autre trouble du développement, un retard mental, une lésion ou une maladie cérébrale. Il dit que tous les autistes n'ont pas le syndrome du savant et toutes les personnes souffrant du syndrome du savant ne sont pas autistes. D'autres chercheurs déclarent que les traits autistiques et les habiletés du savant peuvent être liés ou ont contesté certaines des premières conclusions sur le syndrome du savant, jugeant qu'il s'agissait de oui-dire non corroborés par un examen minutieux indépendant. Bien que ce soit encore plus rare que le syndrome du savant à proprement parler, il arrive que certains savants ne présentent pas d'autres anomalies apparentes que leur capacité exceptionnelle. Cela ne veut pas dire que ces capacités n'ont pas été déclenchées par une quelconque déficience cérébrale, mais cela tempère la théorie selon laquelle toutes les personnes atteintes du syndrome du savant sont infirmes et signifie qu'un compromis est nécessaire. Pour toutes ces informations, je remercierai Wikipédia. Et pour répondre donc à la question de mon ami Dominique, le roman duquel le film est basé a été publié en 1986. Donc, ça date des années 80. Donc, cette semaine, on va vous parler du film La mort vous va si bien, Death Becomes Her, sorti en 1992, réalisé par Robert Zemeckis,
qui met en vedette Meryl Streep et Goldie Hawn avec Bruce Willis et Isabella Rossellini. Donc, ce film met en scène deux femmes et un homme qui ont une relation particulière. Au début du film, Goldie Hawn est en relation de couple avec Bruce Willis. Bruce Willis étant un célèbre chirurgien plastique. Et Goldie Hawn introduit Bruce Willis à Meryl Streep, quelqu'un qu'elle connaissait déjà auparavant, qui est devenue actrice très populaire de série B et qui avait tendance à voler les petits amis de Goldie Hawn. Et effectivement, Meryl Streep va voler Bruce Willis et se marier avec lui. Et des années plus tard, les deux étant un peu vieillissants et Bruce Willis n'étant plus chirurgien plastique, mais il est devenu quelqu'un qui enjolive les cadavres de décédés pour leur exposition funéraire. Un emploi un peu différent. Et il est la proie de l'alcoolisme. Leur relation ne va peut-être plus aussi bien. Et Goldie Hawn va se réintroduire plus jeune que jamais. On dirait qu'elle est plus belle qu'autrefois, alors que ça aurait dû être l'inverse avec tous les malheurs qui lui est arrivé. Je crois que c'est un film que tu aimes beaucoup, Charles. Oui, merci Laurent. En fait, je dirais que c'est un de mes films favoris. Je dirais même que c'est dans mon top 5. Je ne vais pas l'étaler étant donné que je vais parler essentiellement de ce film-là. Donc oui, c'est un film qui m'a profondément marqué, particulièrement aujourd'hui où on vit dans une société où la jeunesse, au fond, est vue comme un aspect extrêmement positif, et ce qui est correct d'une certaine façon, mais au détriment de la vieillesse, qui est vue comme un élément négatif au sein de la société. Et on le voit couramment avec le désir de beaucoup d'individus, ou le désarroi plutôt de beaucoup d'individus de vieillir et de rester jeunes. Malheureusement, on le sait, et peut-être heureusement, je pense, on vieillit, et ça devrait être vu comme un élément positif plutôt qu'un négatif. Oui, effectivement, on vieillit tous. On ne peut pas rester éternellement à 20 ans. Bien, c'est ça, et je pense que ce film-là m'a beaucoup marqué, en fait, parce que comme tu le disais, en fait, le film, au fond, nous introduit le personnage de Madeleine Ashton, qui est une actrice interprétée par Meryl Streep, comme tu le disais, une actrice vieillissante qui au fond, est dans un mariage malheureux et aurait aimé que sa carrière, au fond, se maintienne éternellement. Malheureusement, on le voit. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est bien arrêté. Plus qu'on vieillit comme acteur, plus que les rôles se réduisent. Et puis, comme tu dis, elle tombe un jour sur son amie, finalement, qui, elle, semble avoir la jeunesse malgré ses 50 ans. Et donc, en voyant la jeunesse de Helen Sharp, qui est interprétée par Goldie Hawn, eh bien, Madeleine Ashton, au fond, en devient une espèce de crise existentielle parce qu'elle aimerait ça pouvoir bénéficier de cette même jeunesse. Et puis, de façon rocambolesque, au fond, elle va se voir attribuer la possibilité de boire un élixir de jeunesse qui va vraiment la rajeunir, mais qui a comme conséquence la vie éternelle. Et cette conséquence, et là on va dire oui, mais la vie éternelle, ça devrait être plutôt un aspect positif que négatif. Mais dans le cas du film, c'est que si vous mourrez, vous revivez sous la forme qu'on pourrait dire d'un mort vivant. Et donc votre corps, au fond, même si votre esprit reste intact, votre corps, lui, se détériore comme celui d'un cadavre, au fond, qui pourrit. Et donc tout le film la comédie s'articule autour de ça essentiellement, c'est-à-dire au fond une actrice au fond qui est morte en réalité
et que justement son mari ne sait pas quoi en faire de cette femme au fond qui n'est plus supposée faire partie du monde des vivants. Oui, puis justement, d'ailleurs, ce qu'on voit aussi beaucoup dans le film, c'est la dégradation physique, c'est-à-dire un personnage qui se fait frapper et qui a le bras cassé, qui reste cassé, et essayer de raccommoder ça, un peu comme un objet, plus que comme un être vivant. Et d'ailleurs, l'immortalité, c'est pas nécessairement quelque chose de désirable, même sans penser à l'aspect physique qui se détériore. Le personnage interprété par Bruce Willis, quand il a l'opportunité d'avoir l'immortalité très rapidement, il n'est pas du tout intéressé, il veut pas rester dans cette situation-là éternellement. Il préfère avoir une vie plus courte, mais plus intense, plus belle. Puis je pense que c'est ça, en fait, le film. Moi, qu'est-ce qui m'a marqué, en fait, c'est que je ne l'ai pas vu tant comme une comédie. Évidemment, là, je veux dire, c'est, finalement, on pourrait résumer ça en deux mots, c'est, bon, un peu plus que deux mots, mais l'histoire, au fond, d'un homme qui est pris avec une femme morte-vivante, qui entraîne des situations, au fond, comiques. Mais au-delà de ça, moi, je vois plus ça comme l'essence du film. En fait, c'est vraiment, comme je le disais précédemment, au fond, ce refus de nos sociétés de vieillir. C'est-à-dire puis on le voit particulièrement aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux, à quel point c'est important, au fond, cette jeunesse-là, puis qu'il faut l'entretenir continuellement, c'est-à-dire soit sous la forme, au fond, constante de sport, soit sous la forme de chirurgie, de régime alimentaire. Et puis, mais c'est correct si on le fait, je pense qu'on s'accorde tous pour dire que le sport et bien manger, c'est quelque chose de positif, mais à partir du moment, au fond, on utilise la chirurgie pour autre chose, au fond, que la reconstruction, par exemple, par exemple, après un accident, une reconstruction faciale, par exemple, je pense que là, il y a un problème quand on utilise la chirurgie pour justement garder cette jeunesse-là. Plutôt que d'accepter finalement que on ne doit pas vivre éternellement, on ne peut pas vivre éternellement, et plutôt qu'on devrait profiter du moment présent. Et que vieillir, ça ne devrait pas être vu comme un fardeau, mais plutôt comme un élément positif, et pas une contrainte, mais quelque chose qui fait partie de la vie. Effectivement, ça fait partie de la vie et il faut profiter de l'instant présent et non juste penser à rester jeune pour rester jeune. Et par contre, pour ce qui est du message derrière le film, en fait, n'importe quel bon film de divertissement, n'importe quelle bonne comédie devrait avoir normalement un sujet, un ton, quelque chose dont il est mention, comme par exemple un autre film du même réalisateur, Retour vers le futur. Il est question un peu de la relation entre les générations et de ce qu'ont vécu leurs parents quand ils étaient jeunes et maintenant les jeunes. C'est la relation. Oui, je suis entièrement d'accord. En fait, souvent, c'est ça, parfois, la tristesse des comédies. C'est pas une tristesse, mais au sens qu'au fond, on oublie parfois finalement que le film n'est pas simplement là pour nous faire rire, en fait. Et je pense que ce film-là, en tout cas, m'a profondément marqué par son message, puis aussi par ces trois personnages, mais je dirais celui qui m'a le plus marqué, c'est vraiment le personnage de Ernest Mainville, le chirurgien interprété par Bruce Willis, qui, comme tu le disais précédemment, est un ancien chirurgien prodige qui finalement est tombé dans l'alcoolisme dû à un mariage malheureux et qui a fait en sorte qu'il ne peut plus pratiquer sa profession et qui est devenu au fond le croque-mort des stars. Et ça m'a profondément marqué parce que particulièrement vers la fin du film, il y a beaucoup de répliques qui finalement concrétisent à quel point cette jeunesse-là éternelle, au fond, vivre éternellement, c'est un fardeau. Je vais en prendre par exemple lorsque le personnage au fond de Lisla von Roman, qui est interprétée par l'actrice italienne Isabella Rossellini. Oui, tout à fait. Lui dit au fond au docteur Mainville que grâce à cette potion-là, il va pouvoir vivre éternellement et donc pouvoir travailler à jamais sa passion, c'est-à-dire la chirurgie. Eh bien, le docteur Mainville réalise qu'au fond, vivre éternellement, ça a des conséquences. C'est-à-dire qu'éventuellement, il va voir les gens autour de lui mourir. Lui, il va vieillir, tandis que lui, il va rester jeune, tandis que les autres vont vieillir.
c'est pas, pour lui, ce n'est pas un rêve de voir ça, c'est plutôt un cauchemar. Puis on peut se poser aussi des questions sur les intentions de Lise von Roman, qui est finalement, au fond, elle lui dit qu'il pourra travailler à jamais. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'au fond, la condition pour qu'il prenne la potion, c'est surtout, c'est un cadeau empoisonné, c'est-à-dire tu vas vivre éternellement, mais tu vas devoir faire de la chirurgie pour moi, puis au fond, les gens qui font partie du club des éternels toute ta vie. Et donc, il y a quelque chose de très cynique dans, dans le personnage de Lisla von Roman qui se présente finalement comme, au fond, une justicière, une sauveuse de ceux qui finalement ne veulent pas vieillir. Mais au final, qu'est-ce qu'elle leur donne? C'est plutôt, comme le disait Brossolis, c'est un cadeau empoisonné. Oui, non, c'est vraiment pas un très beau cadeau. Et en même temps, justement, pour revenir sur le docteur, le chirurgien, on voit que dans son mariage, il n'est pas heureux, dans sa profession, ce qui est devenu, il n'est pas du tout heureux. Et justement, c'est un peu triste pour lui. Il aurait dû réagir et peut-être se réorienter, faire autre chose avec sa vie. Et justement, à la fin du film, quand on sait ce qu'il est devenu après les événements, c'est ce qu'il a fait. Il a pris sa vie en main, il a fait complètement autre chose, il est parti ailleurs. Oui, la scène, au fond, parce que contrairement, finalement, à son ex-épouse et son ancienne copine, au fond, son ancienne fiancée, lui, il va mourir à la fin du film. Donc, le film, on ne le voit pas mourir directement, mais en fait, on voit la scène au fond de son enterrement. Et le film, en fait, cette scène-là aussi marquante parce que le pasteur, au-delà de faire un très beau discours, il dit des choses qui sont très intéressantes. C'est-à-dire qu'au fond, il rappelle que Ernest Mainville rappelait souvent, au fond, que la vie commençait à 50 ans, c'est-à-dire le jour où finalement il a pu complètement quitter sa femme et sa fiancée, son ex-fiancée. Et il rappelle des choses, dans son discours, au fond, le témoignage du prêtre par rapport à la vie d'Ernest Mainville, il dit qu'à partir de 50 ans, il est passé finalement d'un médecin malheureux à un père de nombreux enfants, puis qui en a même adopté, qui a vécu un mariage heureux, qui a pu concrétiser des ambitions personnelles, qui a pu contribuer à la société de façon importante. Et à la fin, il dit même, le vrai secret de la vie éternelle, ce n'est pas de vivre soi-même éternellement, mais c'est de vivre dans le cœur des autres éternellement. Et ça, je pense que c'est profondément marquant. Parce que d'une vie, on ne pourra jamais tout faire. Mais je pense que les choses qu'on fait ont un impact sur les autres. Et si on le fait bien, si on fait les choses bien, adéquatement, respectueusement, et qu'on contribue à la société et à la vie des autres, eh bien, même quand on va quitter cette planète-là, les gens vont se souvenir de nous. Peut-être pas des millions de personnes, peut-être pas des milliers, peut-être même pas une centaine, peut-être même pas une dizaine, mais au moins une personne. Oui, en fait, nos proches, peut-être nos descendants si on a eu des enfants, ou si on a eu un impact sur des gens parce qu'on fait professionnellement, ou ce qu'on fait à côté, comme peut-être qu'il y a des gens qui vont se rappeler du podcast, qui vont rester sur Internet. Mais c'est ça, mais notre contribution et ce film-là, je pense, le rappelle cette contribution qu'on n'a pas l'obligation de faire, bien évidemment, mais qu'on devrait faire pour justement, surtout ceux qui ont peur de pas laisser rien en héritage ou de mourir ou de vieillir, mais justement, profitez du moment présent, faites des choix qui sont parfois audacieux, parfois faites des choix au fond qui sont bons pour les autres, puis ben la vie éternelle, vous allez l'atteindre en vivant dans le cœur des autres. Oui. Et je pense, quand tu disais justement qu'une bonne comédie doit aller au-delà de la comédie et offrir un message, eh bien, ça, je pense, en est un bon exemple. Mais par contre, parfois, une comédie, c'est important d'avoir un message, mais aussi le côté nous faire rire est aussi très important. C'est important de se divertir, d'être joyeux un peu, d'apporter un peu de joie. Personnellement, je déteste les comédies qui ne sont pas drôles.
Oui, oui, bien évidemment. Est-ce que dans ce cas-là, ça porterait toujours le nom d'une comédie? Ça aurait pas été drôle. Ah, mais il y en a malheureusement beaucoup des comédies qui ne sont pas vraiment drôles. Euh, pour par exemple, Meet the Spartans, j'ai vu ce film-là et je n'ai pas ri à aucun moment. Je n'ai pas vu le film et ton commentaire ne m'encourage pas à le voir. Je sais pas, avec une scène qui dure, je pense, 15 ou 20 minutes où ils font juste jeter des personnes une après l'autre dans une fosse. Ben, ça démontre peut-être ton exemple que l'art de faire une bonne comédie, c'est pas tout le monde qui le possède. Et entre autres, j'ai l'impression que ce type de comédie-là, comme on le voyait plus autrefois, a, comment dire, disparu. C'est plus aussi commun qu'autrefois. Peut-être c'est moi qui ne suis pas assez au courant des nouvelles sorties ou peut-être de nombreux facteurs, mais on dirait que aujourd'hui j'ai un peu une déconnexion avec le cinéma actuel et j'ai plutôt tendance finalement à retourner continuellement finalement vers qu'est-ce que je considère les meilleures années du cinéma, en tout cas anglo-saxon, c'est-à-dire la fin des années 80 et les années 90. Ah, personnellement, j'écoute des films d'un peu toutes les époques. Il y a des choses intéressantes un peu tout le temps. C'est sûr que proportionnellement, il y aura plus de films anciens qui vont être intéressants que des films nouveaux Mm. parce qu'il y a plus de films anciens que nouveaux. Personnellement, j'ai tendance à beaucoup aimer le cinéma des années 70, début 80. Euh, euh, Par contre, dans le cas des comédies, c'est vrai qu'il y en a peut-être moins qui sont drôles actuellement, mais à mon avis, j'ai l'impression qu'une des raisons à ça, c'est il y a beaucoup on est beaucoup dans une société qui est très politically correct, où il y a beaucoup de sujets qu'on peut plus aborder, Mm. même si c'est juste pour faire une blague qui peut faire réfléchir d'ailleurs, même si elle est de mauvais goût. D'un autre côté, je trouve que ton point est intéressant. Je sais pas si je dirais qu'il y avait vraiment du politique correct. Pardonnez-moi de la prononciation, là, je suis pas un grand... je suis pas le meilleur pour m'exprimer en anglais, mais je suis partiellement d'accord. Je pense que c'est normal. L'époque, le temps évolue, tout ça, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que je veux dire, en tout cas dans le monde de l'art, on ne devrait pas se limiter au fond, en fonction, au fond, euh, de l'état de notre monde. Il devrait y avoir une déconnexion complète, en fait, entre le créateur et sa vision d'un film, sa vision de création et l'état du monde dans lequel on est. Parce que un film ou une œuvre, ou peu importe qu'est-ce qu'on fait, il y aura toujours des gens qui en seront mécontents, qui en seront déçus, qui vont donner des commentaires négatifs. Il faut apprendre à vivre avec ça. Euh, Moi, j'ai mes opinions. Je respecte celles des autres, mais je ne m'excuserai jamais d'avoir mes propres opinions, comme je ne demande pas aux autres de s'excuser des leurs. Et je pense qu'il faut plutôt vivre dans une époque où, finalement, apprécier la diversité des perceptions et des visions. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et aussi, pour revenir aux comédies, un autre problème qu'ont beaucoup de comédies actuelles, c'est qu'il y en a beaucoup qui, en termes de blagues, ce qu'ils font, c'est tout simplement faire une référence pop culturelle où ils font une référence. Ah, c'est Bob l'éponge! Ça vient de nulle part. Je dois dire que j'ai vraiment vécu... ce que tu me parles, c'est un peu pourquoi je me suis déconnecté du cinéma américain, ce qui est à la fois une bonne chose parce que ça m'a permis, au fond, de pouvoir apprécier beaucoup plus notre cinéma québécois et les cinémas aussi, le film étranger, que ça soit européen ou asiatique ou même africain. Et finalement, je me rends compte que finalement, pendant longtemps, comme beaucoup, mon attention était monopolisée par Hollywood, qui justement s'enfonce, comme tu sembles le dire, dans une forme de médiocrité ou de facilité, c'est-à-dire on va faire des références à la culture pop continuellement. Et ça, selon moi, ce n'est pas de l'humour de continuer à faire des références à la culture populaire. En fait, euh, on ne peut pas créer un scénario ou une œuvre à partir uniquement de références afin de satisfaire
les fans de cette émission-là, comme tu disais, de Bob l'éponge. Donc, oui, c'est problématique, mais et ça, je trouve que le cinéma américain le fait beaucoup, c'est continuellement, surtout sous la forme de séries, par exemple comme Star Wars, ce n'est que continuellement des clins d'œil, au fond, à des films, aux films précédents, à l'univers étendu, des choses de même, et ça ne fait pas un film, selon moi. Oui. Par contre, s'il y a effectivement des tendances qui sont un peu dommages, ça n'empêche pas que parfois, il y a de temps à autre un film absolument excellent qui sort. Pas uniquement, mais surtout, entre autres, les films indépendants, les films différents. Ah, mais tout n'est pas à jeter dans le cinéma américain, là, bien évidemment, mais c'est sûr que le format de production américain, selon moi, fait en sorte que, ben, comme tu dis, ça sort des films justement comme Meet the Spartan, c'est ça que tu as dit? Meet the Spartan. Ah, Meet the Spartan, oui. Ouais, ben, le cinéma américain encourage finalement ce genre de film-là, étant donné que tout est basé au fond sur les entrées en salle. Donc, au fond, on produit qu'est-ce qui va plaire au public plutôt que l'auteur, le scénariste, le réalisateur produise un film qui lui plaît à lui et non au public. C'est un peu ça pourquoi j'encourage le cinéma québécois, la vision du cinéma français, c'est-à-dire que les crédits les crédits qui sont accordés aux réalisateurs, aux maisons de production font en sorte que on peut créer des films indépendamment, au fond, ou au Québec encore, indépendamment des entrées en salle. Et ça, c'est important. Ça fait en sorte qu'on a des bons films. Et peu importe la thématique qui est abordée, et ça, je le dis sans... je veux dire, il y a un film... que ça soit un film politisé ou qu'il ne soit pas, que la vision de l'auteur nous plaît ou nous plaît pas, l'important, c'est que justement l'auteur, au fond, ait la capacité, au fond, de faire le film qu'il entrevoyait. Donc, Robert Zemeckis, c'est justement quelqu'un qui a une opinion et qui fait des films comme il le souhaite, comme on a justement parlé dans le dernier épisode du podcast des Nous. Où on a parlé de Robert Zemeckis. Et il a fait des films formidables dans les années 80-90. Après ça, il a fait des films plutôt qui me donnent l'impression d'être horribles puisque j'en ai regardé aucun. Mais il le fait avec passion. Il fait ce qu'il souhaite faire. Oui, et tu vois, je ne savais pas du tout que tu viens me l'apprendre en ce qui concerne Robert Zemeckis parce que j'ai pas suivi dans l'absolu sa carrière, mais je trouve ça intéressant justement qu'un réalisateur fait ce qu'il a envie de réaliser. Je dis pas que... évidemment, réalisateur, c'est un métier, ça s'apprend. Il y en a qui l'ont mieux que d'autres. On le voit, là. Denis Villeneuve semble parfaitement maîtriser l'art d'être réalisateur. Oui. Mais au final, être un bon ou mauvais réalisateur, c'est plutôt, selon moi, devrait être complètement indépendant de la perception du public ou des critiques. C'est la passion que vous mettez dans quelque chose qui, selon moi, montre que vous êtes un vrai réalisateur, comme vous êtes un vrai cuisinier, que vous êtes un vrai professeur ou peu importe le métier. La passion que vous y mettez, c'est ça qui compte. Le jugement des autres, ben ça c'est propre à chacun, mais ça ne détermine pas si vous êtes un bon réalisateur ou non. Non, c'est ça, le plus important, c'est de faire des films intéressants qui intéressent le créateur et des films qui peuvent être appréciables par le public. Oui. Quant à savoir si le film a un succès public, c'est totalement une question de hasard. Et quant à savoir si c'est un succès critique, il y en a beaucoup qui vont dire « Les critiques, ça veut rien ». C'est parfois vrai. Mais non, mais c'est vrai. Je veux dire, si quelqu'un met beaucoup de passion à quelque chose, que, par exemple, si quelqu'un qui apprécie beaucoup le cinéma, qui veut devenir réalisateur, ben, il va apprendre sur le métier, il va prendre des cours, il va prendre des leçons, c'est-à-dire que il va tenter des erreurs qu'on lui a mentionnées par le passé, ben, il va tenter de s'améliorer concernant ça. Et puis, ça fait en sorte qu'éventuellement, ben, vous trouverez peut-être pas
les critiques que vous espériez, mais vous serez, selon moi, un bon réalisateur. Un bon réalisateur trouvera toujours son public. Ça me fait penser justement à l'inverse. J'ai vu aucun de ses films, mais je sais qu'il est souvent raillé dans le monde du cinéma, là, Uwe Boll, là, le réalisateur allemand. Je prenais juste pour exemple, on voit que lui, il n'a absolument aucune passion dans qu'est-ce qu'il fait, parce qu'au fond, il me semble qu'on lui a reproché souvent certaines, mettons, erreurs de raccord, des choses de même. Ça, c'est pas nécessairement. Des fois, il y a des gens qui ont une passion, qui ont juste pas le talent, qui sont mauvais, qui réussissent pas à apprendre. Je pourrais pas parler pour Uwe Boll. J'ai vu un seul de ses films et je me souviens même pas c'est quoi le nom. Mais, comme par exemple, si je prends l'exemple de Edward D. Wood Jr., qui a fait quelques films à petit budget dans les années 60, je crois. Ces films sont reconnus généralement comme étant parmi les pires films du cinéma, mais il y avait vraiment de la passion quand il faisait ces films-là. Là. C'était quelque chose qui le passionnait. Mais justement, si on compare un film de Uwe Boll à un film d'Ed Wood, probablement qu'on trouverait sûrement beaucoup plus de qualité à un film de Ed Wood qu'à un film de Uwe Boll, parce que Uwe Boll, sa réaction quand on lui donnait une mauvaise critique, c'était par exemple de vouloir se battre contre la personne qui lui donnait une mauvaise critique. Probablement que je ne connais pas Ed Wood, mais probablement que ça devait être un autre type d'individu. Uwe Boll, au fond, ce que j'en comprends, c'est qu'il a volontairement profité du système de financement allemand pour réaliser le plus de films possible pendant que le système de financement du film en Allemagne existait, avant qu'il y ait une réforme. Et puis justement, son objectif, c'était de créer le plus de films médiocres. À l'inverse, je pense que Ed Wood, comme tu le dis, la passion était là, tandis que l'autre était plus comme un homme, à la limite un homme d'affaires un peu. Ouais, ça, en fait, dans le cas de Ed Wood, il n'en a pas fait tant que ça des films. Et après ça, il a vu que sa carrière n'a pas marché, il a sombré dans l'alcoolisme. Mais justement, ces films sont extrêmement mauvais pour ce qu'ils essaient d'être, des films d'horreur. Mais par contre, ils sont absolument hilarants au second degré pour en rire. C'est peut-être pas gentil de rire de ces films-là, mais c'est très, très, très drôle. Ce que je pense qu'on ne peut même pas obtenir avec un film de Uwe Boll, à ce que j'en ai compris. Non. J'ai pas ri en regardant ceux que j'ai vus. Donc, au final, je maintiens ma position. Je pense que Ed Wood devait être un meilleur réalisateur que Uwe Boll. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par Ed Wood, je vous recommande très fortement la comédie inspirée de sa vie, Ed Wood, réalisée par Tim Burton dans les années 90. Un très, très, très bon film. Et pour en rigoler, Plan 9 from Outer Space, Bride of the Monsters, des classiques incontournables. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses à rajouter. Oui, en fait, moi, j'ai pris quelques petites notes sur ce que j'avais à dire sur le film Dad's Becomer. J'ai eu une expérience un peu différente avec ce film-là. Personnellement, je le prends au premier degré comme une comédie. Donc, je ne comprends pas comment ce film fut un échec critique à ce point et qu'il a souffert d'une horrible édition DVD épouvantable. Oh mon Dieu, tu m'apprends ça, je suis surpris. Moi, je pensais que ça a été un succès total. Ça a été un succès public, mais les critiques ont détesté le film et l'édition DVD est vraiment très mauvaise. C'est un film qui met en scène quelques-unes des plus grandes stars d'Hollywood de son époque. Il est un des réalisateurs les plus hot du moment, surtout pour les comédies et les gros films à effets spéciaux. Après le succès de la trilogie Back to the Future et Who's Framed Roger Rabbit, qui veut la peau de Roger Rabbit. C'est un film qui a rapporté plein d'argent et qui est amusant. De mon côté, ce n'est absolument pas un de mes films préférés. Je ne crois pas que ce soit un film extraordinaire, mais je trouve tout de même qu'il est bien amusant, que le concept est intéressant. L'histoire n'est pas si géniale que ça, si bien construite, mais il y a bien des gags qui sont hilarants. Les effets spéciaux sont très réussis. La photographie est très bien, malgré l'édition DVD. La musique n'est pas aussi mémorable que Back to the Future ou Roger Rabbit, même si elle est du même compositeur, mais elle est tout de même très bien. Je trouve Bruce Willis hilarant, vraiment génial dans son rôle, tellement contraire à tout ce qu'il représentait à l'époque, star de films d'action.
Les petits rôles étaient généralement bien castés, particulièrement Isabella Rossellini, qui était parfaite dans son rôle, mais je dois avouer que je ne suis pas tout à fait fan des deux rôles principaux. Goldie Hawn est pas si mal, elle est amusante par moments, mais je trouve pas que Meryl Streep coïncide vraiment avec son rôle. Je sais qu'elle est reconnue pour son talent d'actrice, sans doute qu'elle peut faire rire, et je présume que Robert Zemeckis a voulu caster les rôles dans ce film pour renverser nos attentes, ce qui est très réussi pour Bruce Willis et pouvait marcher avec Goldie Hawn en psychopathe, même si on la voit. Mais ça marche pas trop ici avec Meryl Streep en actrice misant sur son look, une actrice qui est vieillissante, il me semble. Cela fait un film qui ne renverse pas tout, ce n'est pas parfait, mais c'est très amusant et c'est bien fait. Donc, personnellement, ah oui, je donne toujours une note au film sur 5. Le 5 étant pour un chef-d'œuvre, le 4 étant pour une œuvre particulièrement réussie qui se démarque, le 3 étant pour un divertissement honnête, le 2 étant pour une œuvre moyenne, le 1 étant pour une œuvre mauvaise, et le 0 étant pour une nullité absolue. Si je critiquerais un film de Hobble, ça serait sûrement un 0. Donc, pour ce film-là, personnellement, je donnerais un 3 sur 5. C'est un très bon divertissement, mais ce n'est pas plus pour moi. Par contre, toi, je suis persuadé que tu donnerais une autre note. Oui, tu as tout à fait raison. Et je donnerais un 1. Non, c'est une blague. Je donne un 5, en fait. Je dirais que, comme je disais, ça fait partie de mes films favoris, sans aucun doute. Peut-être que ma vision est un peu biaisée, car je suis un vrai fan de la carrière de Bruce Willis durant les années 80 et 90. Donc, je dirais que ma perception est sûrement un peu biaisée, mais c'est un film que j'ai vraiment adoré, que j'ai vraiment... Le message, je l'ai trouvé percutant, particulièrement à notre époque. Moi, je considère que c'est un film qui doit être vu pour bien rire, mais surtout pour bien voir qu'il y a un aspect qui est risible à refuser de vieillir. Et ça, je le maintiens. Je pense que ce film-là est vraiment une lettre à tous ceux qui justement, se regardent dans le miroir et ont peur de voir des rides, des cheveux blancs, des cernes. Et ils doivent absolument voir ce film-là, car s'ils deviennent un peu comme le personnage de Meryl Streep et de Goldie Hawn, en fait, ils vont venir des personnages absolument risibles. On le voit justement. Ça me fait penser, je termine avec ça, je dirais que ça me fait beaucoup penser souvent aux chirurgies, aux séries où on voit des chirurgies ratées au fond. Et ça m'a fait beaucoup penser à ça parce que la chirurgie ratée, souvent, c'était chez des personnes dans la quarantaine et plus, même parfois beaucoup plus vieux. Et puis, ils deviennent absolument risibles avec leur visage bouffi, ces visages sans rides, sans expression. Et c'est exactement ce que le film dénonce, selon moi. En ayant tellement recours à la chirurgie, on devient finalement des morts vivants, des cadavres qui se tiennent debout, mais qui ne sont pas capables, au fond, d'avoir la moindre expression. Oui, effectivement, c'est plutôt triste de voir les vedettes qui ont des visages figés après les opérations. Oui, et puis c'est encore plus triste, selon moi, quand on voit des personnes jeunes dans la trentaine, voire la quarantaine, c'est jeune encore, voir des personnes jeunes, puis même aujourd'hui, c'est des gens à 20 ans qui ont des opérations, peut-être pas pour empêcher de vieillir, mais que ça soit au niveau, au fond, des modifications du corps. Je trouve ça terrible. Et justement, il faut plutôt voir je ne dis pas que on ne peut pas s'améliorer, que notre corps doit... Évidemment, il faut avoir une certaine hygiène, que ça soit en mangeant des produits de qualité ou en faisant de l'exercice, mais ça, c'est naturel. Je veux dire, il n'y a rien de naturel à avoir des injections. Et donc, c'est ça, je pense, que le film dénonce, c'est-à-dire que il faut jamais tomber dans cet extrême-là de se faire
modifier le corps pour des raisons esthétiques. Donc, c'est un film tout à fait intéressant qu'on vous recommande de regarder, malgré l'édition DVD. Oui, je confirme que l'édition DVD, j'étais très surpris par son menu extrêmement dépouillé et son image en 4/3. Oui, c'est un transfert daté. Apparemment, j'ai lu sur Internet que ça avait été transféré depuis le Laserdisc. Ça me semble très logique car on a l'impression d'être dans une salle de cinéma des années 90 avec les picots noirs qui s'affichent à l'écran. Apparemment, il existerait, je crois que c'est par contre dans d'autres régions du monde, une édition widescreen qui ont sorti éventuellement. Mais cette édition-là, c'est un transfert qui n'est pas anamorphique. Donc, la qualité d'enregistrement doit être épouvantable aussi. Comme quoi, Universal, réveillez-vous, vous avez une pépite entre les mains. Sortez une édition Criterion, s'il vous plaît. Donc, maintenant, on va passer à un sujet complètement différent qui n'a rien à voir. Surgit le farceur avec sa diabolique machine pour éliminer notre dynamique duo à coups de flatulence. Pour savoir si nos héros vont survivre à ce piège mortel, écoutez le prochain épisode du podcast des Nous au même, nous jours après 2 nous semaines. Au revoir et à bientôt!